Alors, on reprend? Est-ce que vous pouvez me répondre si le... Ah oui, je suis en train de partager l'écran. Ah, très bien, ok. Alors, je reviens sur le schéma. Donc, là, quand les apports... Alors, essayez de voir au début. On a des apports qui nous donnent des lipides, des glucoses et des protéines. D'accord? Tout est synthétisé. Donc, on va avoir les réserves lipidiques, le tissu adipeux. On va avoir les protéines dégradées en acides aminés qui vont aller dans la fabrication, la synthèse des protéines au niveau des muscles. Et on a le foie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le glucose, il est mis sous forme de glycogène au niveau du foie. Donc, on a de l'énergie de par les aliments qu'on prend. D'accord? La flèche, elle est en ligne continue jaune. On ne voit pas ce qu'il y a entre dans les pointillés rouges. Vous allez voir que rien que les apports nous donnent de l'énergie. D'accord? Bon. Maintenant, la phase de jeûne. Dans la phase de jeûne, vous remarquez que tout ce qui est apport glucides, protéines et lipides ne sont pas colorés et c'est des pointillés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'énergie, elle vient d'où? L'énergie, elle vient des réserves lipidiques. Vous remarquez à gauche de votre écran. Réserves lipidiques, donc on a du tissu adipeux. Ils vont donner de l'énergie. Leur dégradation va donner de l'énergie. La lipolyse va donner les corps cétoniques qui, eux, on avait dit que c'était d'énormes substrats énergétiques, donc donnent de l'énergie. Parallèlement, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir la dégradation du glycogène en glucose. OK? Et on va avoir les acides, les protéines à la longue, bien sûr, les protéines qui peuvent éventuellement se redégrader en acides aminés, qui vont participer aussi à la fabrication de glucose. On avait dit que cette phase-là, c'est à partir du 7e jour. D'accord? Donc, alors rappelez-vous, pourquoi on a des corps cétoniques? Parce que on a le taux d'insuline qui est bas. Troisièmement, la dénutrition protéino-énergétique. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une diminution des apports. Vous voyez que les flèches sont en pointillés. On a par diminution. Là, c'est par diminution d'apport. On va voir par la suite lors d'une agression. Quand on a une diminution des apports, les flèches sont en pointillés. Donc, il n'y a pas assez. Donc, ça donne un tout petit peu d'énergie, mais ce n'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va puiser dans les réserves lipidiques. Donc, une lipolyse qui va nous donner de l'énergie et en même temps des corps cétoniques. Synthèse de corps cétoniques, c'est la cétogénèse qui va aussi nous donner de l'énergie. Parallèlement, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir la glycogénolyse, c'est-à-dire dégradation du glycogène en glucose pour nous donner de l'énergie. Et en même temps, donc, vous voyez au niveau du muscle, alors on a la synthèse d'acides aminés en protéines, donc la flèche dans ce sens-là, elle est en pointillé, c'est-à-dire qu'elle se fait de façon très diminuée. Par contre, comme il y a une dénutrition et un déficit en protéines, il va y avoir la synthèse, donc l'utilisation des acides aminés pour la synthèse de glucose, la néoglycogénèse. OK? Alors, quand on a une agression, alors ce qui se passe, alors essayez de voir à gauche, si vous remarquez bien, la synthèse de corps cétonique n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une insulinorésistance. D'accord? Donc, il n'y a pas de corps cétonique, donc il n'y a pas d'énergie. Donc, l'énergie, d'où est-ce qu'on va la puiser? On va la puiser des acides aminés également qui sont utilisés de façon très importante. La flèche, elle est très bien dessinée. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Les acides aminés, ils vont être utilisés en quoi? Dans le maintien de l'immunité, dans le maintien de l'équilibre acido-basique, dans la synthèse des protéines viscérales comme d'habitude, mais aussi dans la synthèse des protéines inflammatoires. Donc, imaginez quelque chose qui n'est pas donné assez, qui va être utilisé déjà pour faire de l'énergie, mais en même temps pour fabriquer autre chose. Donc, le pool en acides aminés et en protéines diminue. Et c'est de là que la masse maigre diminue. Et donc, on va avoir une dénutrition. D'accord? Alors, pour récapituler un petit peu, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une carence d'apport, l'organisme, il essaie de maintenir un équilibre pour pouvoir survivre.
Donc, en quelque sorte, c'est comme s'il diminuait son mode de travail en mode de veille. D'accord? Il met un mode de fonctionnement d'économie pour utiliser les réserves énergétiques qu'il a essentiellement lipidiques seulement, et il essaye de faire une épargne protéique de par la synthèse de corps cétoniques. D'accord? Donc là, il va y avoir une adaptation de l'organisme à ce défaut d'apport et qui se fait de façon très prolongée. C'est pour ça que lorsqu'on fait ça, c'est pour ça que les grèves de faim sont assez supportées. Maintenant, si on a une agression surprise en quelque sorte, quand on a une agression, un phénomène agressif, là, le but, ce n'est pas de survivre, le but, c'est de combattre cette agression. Donc, on met le paquet en quelque sorte pour lutter contre cette agression-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on utilise les réserves énergétiques qui sont les lipides, mais en même temps, on mobilise nos protéines et on active nos cellules immunitaires. L'activation de ces cellules immunitaires, elle se fait par le biais des acides aminés. Les protéines, si par exemple, si on voit la fonction des protéines, alors elle est très importante. C'est pour ça que quand on mobilise les protéines et qu'on les utilise et qu'il y a un déficit, on va voir des répercussions. Et c'est ce que j'avais dit au tout début de cette conférence, c'est que quand on a une diminution une dénutrition, on a une perte de poids, mais on a une perte des fonctions. D'accord? Les fonctions, c'est essentiellement celles des protéines. Alors, les protéines, elles transportent des hormones, elles sont responsables de la synthèse des enzymes, elles sont responsables de la synthèse des protéines, des structures telles que le collagène et les muscles, etc. Elles sont précurseurs de certaines hormones et de neuromédiateurs. D'accord? Elles rentrent dans la structure de certains éléments, dans les défenses immunitaires, et certains acides aminés dans le renouvellement des cellules immunitaires, telles que les macrophages, les lymphocytes, etc. Donc, imaginez, si vous avez une diminution de ces protéines-là, de ces acides aminés-là, eh ben, vous allez avoir une diminution de ces fonctions-là. Donc, la différence entre les deux, c'est que la dénutrition protéino-énergétique qui est plutôt dans la dénutrition chronique, l'organisme, il fait tout pour s'adapter et pour survivre. D'accord? Dans le deuxième cas de figure, c'est une agression. Le but, ce n'est pas de survivre, le but, c'est de lutter contre cette agression-là. Est-ce que c'est clair pour le moment? Ok. Donc, si ça c'est clair, ça veut dire que c'est bon, le cours est. Donc, alors, maintenant on passe aux causes. Donc, on avait vu ce qu'est la dénutrition, d'accord? Le rappel physiologique essentiellement pour savoir pourquoi la masse maigre, c'est elle qui détermine la dénutrition. Nous avons vu les bases fondamentales de la dénutrition, c'est-à-dire c'est la mobilisation des réserves et on a expliqué un petit peu pourquoi il y avait ce déficit protéique. Après, on a fait la différence entre la dénutrition par défaut d'apport et secondaire à une agression. Il y a une différence. La différence, c'est dans le délai d'apparition, c'est dans la mobilisation des éléments. D'accord? Alors, les causes de dénutrition, c'est simple. C'est que de la répétition. On a soit une réduction des apports nutritionnels, soit une perte excessive et ou défaut d'absorption, c'est-à-dire qu'on a ces apports-là, mais ils ne sont pas utilisés, ou bien une augmentation des besoins métaboliques. D'accord? Donc, la dénutrition par carence d'apport, donc soit on ne donne pas assez. Quand on ne donne pas, alors soit par exemple les malades hospitalisés ou généralement parfois on oublie parfois de donner on couvre assez mal les besoins, d'accord? Soit par exemple les enfants, les adolescents, les jeunes filles, etc., qui veulent faire des régimes draconiens qui n'ont aucun sens pour essayer soit de perdre du poids, mais de façon très anarchique et très abusive. Ou bien, par exemple, vous avez un patient, il suffit qu'on déprime un petit peu, qu'on ne mange pas. Alors, essayez de voir, par exemple, quelqu'un qui a un antécédent psychiatrique, un trouble, par exemple, des vomissements incoercibles. Les femmes enceintes au premier trimestre, il y a des femmes qui, lorsqu'elles font énormément de vomissements et n'arrivent pas à s'alimenter, elles finissent par faire ce genre de perturbation-là.
Alors, pour les sujets à risque de ce genre de carence d'apport, c'est-à-dire que on n'arrive pas à avoir assez d'apport, par exemple un handicap, quand on a une rage de dents, une détérioration de l'état buccal, une douleur, tout ça permet de réduire les apports exogènes, en quelque sorte, de l'énergie. Les pertes excessives ou défauts d'absorption ou d'utilisation des apports, ben, c'est simple, c'est les pathologies de l'appareil digestif, les troubles d'absorption, de malabsorption, les chirurgies digestives. Et par exemple, le diabète déséquilibré, pourquoi il est dans ce cas de figure-là? Parce que vous allez voir aussi, je le répète peut-être assez, trop peut-être, mais bon, dans le diabète déséquilibré, quand on a une acidocétose diabétique, on a ce qu'on appelle la polyurie osmotique, donc qui est plein d'énergie, enfin entre guillemets, et c'est ce qui pourrait éventuellement entraîner une dénutrition si ça se prolonge. Du moins, ça donne une déshydratation associée à une dénutrition si ça se prolonge. Le troisième cas de figure, c'est l'augmentation des besoins métaboliques. Alors, vous l'avez bien compris, c'est quand il y a une agression, que cette agression soit exogène ou endogène. Eh ben, tout ce qui est état de choc, polytraumatisme, les cancers, les traumatismes crâniens, les pancréatites. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que dans ce cas de figure-là, c'est pour ça que chez ces malades-là, on trouve souvent une hyperglycémie. Ce n'est pas parce qu'il y a assez, mais c'est juste parce qu'il y a une insulinorésistance. Donc, les conséquences. Alors, les conséquences, si vous vous rappelez bien, donc, si on voit les fonctions des protéines ou de la masse maigre, on déduit rapidement les conséquences d'un déficit de cette masse maigre-là. D'accord? Donc, tous les éléments où les protéines entrent en jeu sont touchés par ce déficit-là et on va avoir des conséquences sur cet élément-là. Donc, on va avoir sur le muscle squelettique, essentiellement, ce qu'on appelle la sarcopénie, et sur la moelle osseuse, parce que les protéines entrent aussi dans la moelle osseuse. Donc, on va avoir une anémie, on va avoir enfin une atteinte des lignées de la moelle osseuse, mais essentiellement, c'est l'atteinte des muscles squelettiques. L'atteinte des muscles squelettiques, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, pour commencer, une diminution de la force musculaire, une augmentation de la fatigabilité, une asthénie. À la longue, le patient ou la personne n'arrive plus à bouger, donc on va avoir les conséquences du décubitus. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi? On va avoir un retard de cicatrisation. On va avoir parfois, lorsque la fatigabilité musculaire atteint le diaphragme et les muscles respiratoires à la langue, on va avoir une difficulté ou une insuffisance respiratoire. Du moment que les protéines ont un rôle dans les défenses immunitaires, donc le déficit et la dénutrition va entraîner un risque plus augmenté, une susceptibilité plus importante aux infections. Et bien sûr, avec tout ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une augmentation de la morbimortalité. Voilà. Donc, essentiellement, c'est ça. Maintenant, ce qu'il faut, je vérifie la question. Le diabète est classé dans les pertes excessives. Le diabète, quand il est déséquilibré, il entraîne une polyurie. D'accord? La polyurie, c'est une augmentation de la diurèse et qui est osmotique. Osmotique, ça veut dire qu'il contient des éléments comme du sodium, enfin, osmotiquement actifs. Ça est d'une. Et de deux, l'acidocétose. De par l'acidose, il va y avoir des vomissements. Donc, on va avoir non seulement, c'est-à-dire qu'il va y avoir des pertes par rapport au vomissement et par rapport à la polyurie. Et je crois que vous allez le voir mieux dans l'acidocétose. Je crois que le cours, il est pour le mardi. Voilà. En cas d'agression, les lipides n'utilisent pas. Attendez, entre dénutrition et amaigrissement. Alors, l'amaigrissement, il n'y a pas de retentissement. L'amaigrissement, c'est en quelque sorte une perte de poids sans qu'il y ait la perte de fonction. D'accord? C'est quelque chose qui est voulu, qui est assez réglé, assez programmé. Donc, quand on a, ça va être une diminution en quelque sorte homogène. D'accord? La dénutrition, c'est quand on a une altération des fonctions. Ce n'est pas uniquement une perte de poids, mais on a une altération des fonctions. Et c'est par rapport à la rapidité d'installation aussi.
La masse cellulaire active, alors la masse cellulaire active, c'est quoi? La masse cellulaire active, c'est les protéines et l'eau intracellulaire. D'accord? Alors, lors d'une agression, quelle est la relation entre l'activation des cellules immunitaires et le catabolisme protéique? Alors, en fait, quand il y a une agression cellulaire, lorsqu'on a une agression cellulaire, il va y avoir la mobilisation des protéines. D'accord? La mobilisation des protéines, pourquoi? Parce que les protéines sont là pour la synthèse de certaines cellules qui interviennent dans la défense immunitaire. Donc, le rapport est là. Je ne sais pas si vous avez compris ou non. Quoi? Une hypergène n'est pas compris, l'insulinorésistance. Alors, bon, quand on a une agression, d'accord, l'organisme, il essaie de se défendre. Bon, quand l'organisme essaie de se défendre, il y a des éléments qui se font en intracellulaire et qu'on n'arrive pas tout le temps. Bon, c'est-à-dire que il y a une augmentation. C'est comme dans le diabète non insulino-résistant, le DNID. En fait, c'est pas parce qu'on n'a pas d'insuline, mais c'est parce que la cellule, à force, elle développe une résistance à l'insuline. D'accord? Alors, on développe cette résistance à l'insuline, donc la cellule n'accepte plus, ne détecte plus le taux d'insulinémie. C'est ce qu'on appelle résistance à l'insuline. Quand on a une agression, ben, l'un des mécanismes de défense de l'organisme, c'est qu'il y a cette insulinorésistance qui se développe. Et du coup, la cellule a l'impression qu'il y a une diminution du taux de glycémie, alors que c'est pas le cas. Augmentation de la mortalité. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que là, on a fini le cours. Je vais juste faire un petit récap. Non, écoutez, tout ce qui est en rapport avec le diabète, je préfère, parce que j'ai pas envie de me retrouver à... Bon, je préfère que l'enseignant qui va vous faire le cours d'acidocétose diabétique vous explique le problème de l'insuline. D'accord? La cétogénèse, c'est quoi? La cétogénèse, c'est quand on a une lipolyse, d'accord, une dégradation des lipides. Dans la lipolyse, il va y avoir la fabrication ou la production d'acides gras libres et synthèse de corps cétoniques au niveau du foie. D'accord? C'est une cascade biochimique qui se fait. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc, il va y avoir la synthèse de corps cétoniques et les corps cétoniques, après, ils vont donner de l'énergie et il va y avoir une autre cascade. Alors, dans l'agression, il y a une augmentation de la lipolyse. Par contre, ce qui se passe dans l'agression, quand on a une dénutrition, d'accord, quand on a un manque d'apport et une dénutrition, qu'est-ce qui se passe? C'est un phénomène qui se fait de façon progressive. Donc, le corps, il a le temps d'aller puiser dans les adipocytes et après, au bout du 7e jour, il va aller vers les cellules protéiques. D'accord? Quand on a une agression, tout ce phénomène-là ne se fait pas. C'est-à-dire, on a une agression, on dirait une attaque surprise. On a une attaque surprise, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se protéger contre cette attaque. Donc, comment il va se protéger contre cette attaque? Il va faire les deux en même temps, et la lipolyse et la protéinolyse. D'accord? Alors, pourquoi les corps cétoniques? Et je vous l'ai dit, je le répète. Théoriquement, vous allez le voir dans le cours d'acidocétose diabétique. Quand il y a la lipolyse, parce que c'est un phénomène à l'état normal, c'est un phénomène, tout se fait par feedback. Quand on a une augmentation de quelque chose, il y a une diminution de synthèse de l'autre. Et ça se fait toujours en boucle comme ça. D'accord? Donc, on a adipocyte, on a la lipolyse, production de corps cétonique. L'augmentation à un certain niveau de corps cétonique, théoriquement, entraîne une augmentation de l'insuline, une diminution de l'insuline qui va l'arrêter. D'accord? Maintenant, quand on a une augmentation d'insuline secondaire à une agression,
ben, il ne va pas y avoir de fabrication de corps cétonique parce que c'est un feedback. En cas d'agression, on utilise les deux. C'est qu'il n'y a pas assez. L'insulinorésistance fait que la cellule a toujours besoin d'énergie. Ça est d'une. Et de deux, quand on a une agression, déjà, on va vers la lipolyse. Pourquoi? Pour l'énergie. D'accord? Pour le glucose et pour l'énergie. Ça est d'une. Pourquoi on va vers la protéinolyse? Parce que les acides aminés entrent dans la fabrication des protéines de l'inflammation. Donc, on l'utilise assez. Les acides aminés entrent dans la synthèse de certains enzymes et de certaines cellules immunitaires, telles que les lymphocytes et les macrophages. La glutamine entre dans ce cadre-là. La glutamine elle intervient dans le renouvellement des lymphocytes, des macrophages. Donc, on puise dans la masse maigre, dans la cellule musculaire, pour avoir des acides aminés, pour pouvoir fabriquer ces protéines-là. Donc, d'un côté, c'est pour avoir de l'énergie, mais d'un autre côté, pour synthétiser ces éléments-là qui permettent de lutter contre l'agression. D'accord? On utilise tous nos moyens. Quand on est agressé, quand il y a, par exemple, une attaque surprise, on utilise tous les moyens disponibles et possibles pour lutter contre cette attaque-là. C'est ça le principe est là. D'accord? Donc, j'ai pas compris la question. La glutamine, c'est un acide aminé et c'est normal qu'il intervienne dans le renouvellement, enfin dans cette situation-là. Un acide aminé qui permet de renouveler certaines cellules. L'alanine, qui est un acide aminé aussi, il intervient, il permet d'intervenir dans la néoglycogénèse et donc fabrication de glucose. D'accord? Donc, alors, ce qu'il y a à retenir, c'est quoi? C'est que essentiellement, ce sont les trois schémas, enfin les derniers schémas. Non, il n'y a pas. Pour les protéines, il n'y a pas de feedback. Enfin, pas à ma connaissance, il n'y a pas de feedback. On puise, on essaie de puiser parce que tant qu'on a besoin de cellules inflammatoires, eh ben, on ramène des acides aminés pour fabriquer des cellules inflammatoires. Sauf bien sûr lorsqu'il y a cette fente musculaire très importante. D'ailleurs, parfois, vous voyez des chiffres d'urée qui sont vraiment très, très bas chez des malades. Mais on se rend compte, comme leur origine, c'est les muscles, chez des malades qui ont une fente musculaire importante, eh ben, on trouve des chiffres très bas. D'accord? Donc, si j'essaye de résumer, et par rapport à vos objectifs d'apprentissage, définir la dénutrition, c'est un état pathologique de déséquilibre entre les apports et les besoins énergétiques métaboliques de l'organisme, d'accord, qui se traduit par une perte de poids ou une diminution de l'indice de masse corporelle, d'accord. C'est un taux par rapport à une durée et essentiellement une diminution des fonctions. Une diminution des fonctions. Donc, je répéterai juste après le récap. D'accord? Donc, alors, ça, on l'a défini. Il y en a qui disent dénutrition chronique et dénutrition aiguë. Donc, si on parle de chronique, c'est par rapport à la dénutrition protéino-énergétique par défaut d'apport, parce que l'organisme prend le temps de s'adapter et, comme on l'avait dit, de diminuer son métabolisme, c'est-à-dire qu'il va utiliser un service minimum pour maintenir au maximum l'homéostasie. Et on a la dénutrition aiguë qui est due c'est une réponse à une agression aiguë. Et là, tous les mécanismes de compensation ne sont pas présents. Maintenant, pour ce qui est l'agression toujours à une courte durée, pas forcément. Alors, vous savez, il y a des pathologies aiguës, il y a des pathologies chroniques, mais ça commence toujours par l'aigu. L'agression est toujours là. Par contre, si par exemple vous prenez un cancéreux, le cancéreux, l'agression, elle est là, et à chaque fois, il y a des suragressions, à chaque fois, il y a des suragressions aiguës. D'accord? Mais il y a de l'aigu, il y a du chronique.
Donc, les mécanismes, donc on avait dit qu'au début, il y a la mobilisation des réserves énergétiques, des réserves métaboliques énergétiques de l'organisme, et après, il va y avoir l'installation du déficit protéique. La différence entre l'agression et le défaut d'apport, c'est dans le temps et c'est dans la mobilisation des éléments qu'il y a. Donc, quand on a un déficit d'apport, l'énergie épuisée de la lipolyse, on a une lipolyse qui va entraîner des acides gras libres et des corps cétoniques qui sont un important substrat énergétique. Parallèlement, le glucose, il est là, il est obtenu par la glycogénolyse. D'accord? Et on essaie d'épargner au maximum la cellule protéique jusqu'à partir du 5e, 7e jour. Ok? Maintenant, quand on a une agression, on a stimulation de la lipolyse, on a bien sûr la stimulation de la glycogénolyse. Il faut savoir que la réserve, le glycogène, il ne donne pas assez de quantité de glucose. C'est pour ça qu'on va vers la néoglycogénèse, d'accord? Vers la synthèse de glucose ou de glucose à partir d'éléments non glucidiques. Et dans l'agression comme aussi, pour continuer dans le même fil d'idées, au cours de l'agression, il y a une protéolyse, une stimulation de la protéolyse, non seulement pour avoir du glucose, donc de l'énergie, mais aussi pour la synthèse d'éléments immunitaires, d'inflammation, des éléments inflammatoires, des médiateurs de l'inflammation, de la phase aiguë de l'inflammation. Les conséquences, c'est fonction, bien sûr, différents rôles de protéinolyse, j'ai pas compris. J'ai pas compris la dernière question. Voilà, donc la question, le feedback des corps cétoniques. En fait, c'est tout un, c'est quand on a une augmentation, attendez. Alors, dans l'état normal, on a une diminution lors du jeûne. On a une diminution du taux de glycémie, d'accord? Donc, diminution du taux d'insuline. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir augmentation du taux de glucose, de glucagon. Il va y avoir une synthèse de glucose. Bon, après, dans la même, donc, on a glucose à partir du glycogène et en même temps, la lipolyse, stimulation de la lipolyse. Stimulation de la lipolyse, on va avoir une augmentation des acides gras libres et une augmentation des corps cétoniques. D'accord? Bon, parallèlement, de ce fait-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une augmentation de la glycémie. D'accord? L'augmentation de la glycémie, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Elle va entraîner une augmentation du taux d'insuline pour dire qu'il y a assez de glucose, donc il faut faire pénétrer le glucose dans la cellule. Donc, une fois que le taux d'insuline a augmenté et on a une augmentation, donc une pénétration du glucose dans l'insuline, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir arrêt de la lipolyse et donc arrêt des corps cétoniques. C'est ça le feedback. Donc, dans le diabète, qu'est-ce qui se passe? Dans le diabète insulinodépendant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on a une diminution d'insuline, il n'y a pas d'insuline. Donc, il y a toujours l'adipocyte, la lipolyse qui est là, et toujours synthèse de corps cétoniques qui est là. Les corps cétoniques continuent à être synthétisés, à être là, ils ne vont pas être arrêtés parce qu'il n'y a pas d'insuline qui augmente, il n'y a pas de pénétration de glucose dans l'insuline et il n'y a pas arrêt de la lipolyse. C'est ça le feedback. D'accord? Maintenant, pour la bon, je ne vois pas, qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Enfin, j'espère que j'ai été claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Voilà. Donc, sur la présentation, la présentation qui est sur la plateforme, j'ai laissé mon adresse mail. D'accord? Alors, il y a mon adresse mail. Si jamais vous avez des questions ou enfin un questionnement ou quoi que ce soit, vous me contactez par mail et je vais vous répondre. D'accord? Ça, c'est par rapport au cours
au cours de dénutrition. Voilà. Ben, je vous remercie et à la prochaine séance, on aura physiopathologie de la douleur. D'accord? OK, n'hésitez pas à envoyer vos réponses si jamais vous en avez par mail. J'essaierai de répondre dans les plus brefs délais. Voilà. OK. Alors, au revoir et à la prochaine séance, Inch'Allah. Comment on arrête? Voilà. Ah, Inch'Allah. OK. Arrêtez. C'est bon.